Il y a une douleur que peu osent nommer, une douleur silencieuse, invisible, profonde, celle que l'on porte non pas à cause d'un accident, non pas à cause d'une trahison d'un ami ou d'un échec professionnel, mais à cause de celle qui était censée être notre premier refuge, notre mère. Posez-vous cette question. Maintenant, honnêtement, quand vous pensez à votre mère, qu'est-ce qui monte en vous en premier? De la chaleur, de la gratitude, ou quelque chose de plus lourd, de plus confus, quelque chose que vous préférez ne pas regarder? Si c'est le cas, vous êtes exactement là où vous devez être. Aujourd'hui, sur Jung Spirit, nous allons plonger dans l'une des blessures les plus universelles et les moins traitées de l'existence humaine, la douleur maternelle. Ce que Jung appelait la blessure de l'archétype maternel. Et je vais vous guider, étape par étape, vers une libération qui n'est pas une promesse vide. C'est un chemin, réel, exigeant, mais possible. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez entendre dans les dernières minutes pourrait changer quelque chose en vous de manière permanente. Jung a passé une grande partie de sa vie à explorer une question fondamentale. Pourquoi certaines personnes portent-elles une souffrance qu'elles ne savent même pas nommer? Et l'une de ses réponses les plus bouleversantes se trouve dans ce qu'il appelait l'archétype maternel. Pour Jung, la mère n'est pas seulement un être humain, elle est le premier symbole que l'enfant rencontre, le premier visage de l'univers, la première réponse à la question « Est-ce que je suis en sécurité ici ?» Quand cette réponse est manquante, quand elle est froide, absente, étouffante ou imprévisible, l'enfant ne se dit pas « Ma mère est défaillante ». Non, l'enfant se dit « Je suis défaillant ». C'est là que tout commence, cette conviction, profondément enfouie, que quelque chose en vous est fondamentalement inadapté au monde, indigne d'amour, trop exigeant, trop sensible, trop vous. La psychiatre et philosophe Alice Miller a passé sa carrière à documenter ce phénomène. Dans son œuvre majeure, Le drame de l'enfant doué, elle démontrait que les enfants qui grandissent dans un environnement émotionnellement défaillant développent une capacité extraordinaire, celle de s'adapter, de devenir exactement ce que leur environnement attend d'eux. Mais à quel prix? Au prix de leur vrai moi. Permettez-moi de vous poser quelques questions, et je vous invite à vraiment y répondre, en vous-même, maintenant. Est-ce que vous avez du mal à recevoir de l'amour sans attendre qu'il disparaisse? Est-ce que vous vous sentez souvent coupable sans savoir pourquoi? Est-ce que vous cherchez constamment l'approbation des autres, même quand vous savez que vous avez raison? Est-ce que vous minimisez vos propres besoins comme si les avoir était déjà une faute? Si vous avez répondu oui à l'une de ces questions, vous portez peut-être encore la blessure maternelle. Et ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de la guérir. Jung distinguait deux aspects de l'archétype maternel. D'un côté, la grande mère nourricière, celle qui donne la vie, qui protège, qui accueille. De l'autre, la mère dévorante, celle qui étouffe, qui contrôle, qui absorbe. Et voici ce que peu de gens comprennent. Ces deux aspects peuvent coexister dans la même femme, dans la même mère. Parfois, dans le même moment. Une mère peut vous aimer profondément et vous blesser profondément. En même temps, ce n'est pas une contradiction. C'est la complexité de l'humain. Mais pour l'enfant que vous étiez, cette complexité était impossible à traiter. Votre cerveau immature ne pouvait pas tenir les deux réalités en même temps. Alors vous avez choisi, inconsciemment. Vous avez soit idéalisé votre mère, soit la diabolisé. Et dans les deux cas, une partie de la vérité a été enfouie dans l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, c'est cette zone de l'inconscient où nous mettons tout ce que nous ne pouvons pas regarder en face. Nos émotions refoulées, nos vérités inconfortables, nos colères inavouées. Et l'ombre de la relation maternelle, c'est souvent là que se cache la source de nos sabotages les plus profonds. Le chercheur en neurosciences et traumatologie Peter Levine a montré que les traumatismes relationnels précoces, et la relation à la mère en est le premier, ne se stockent pas dans la mémoire consciente. Ils se stockent dans le corps, dans les réflexes, dans les patterns automatiques de réponse au monde. Ce n'est pas dans votre tête, c'est dans vos os, dans votre façon de vous contracter quand quelqu'un lève la voix, dans votre façon de vous excuser avant même d'avoir fait quoi que ce soit.
dans votre façon de ne jamais vraiment vous reposer, parce qu'une petite voix dit toujours « tu n'en as pas le droit ». D'où vient cette voix? Vous commencez à le deviner. Dans mes recherches et dans mon exploration de la psychologie analytique, j'ai identifié 4 manifestations principales de la blessure maternelle dans la vie adulte. Et je vais vous les présenter parce que les reconnaître, c'est déjà une forme de guérison. Première manifestation, la faim relationnelle. C'est ce vide intérieur qui pousse à chercher dans les relations adultes la validation que la mère n'a pas pu donner. On s'attache trop vite, on donne trop, on tolère l'intolérable, parce qu'une partie de soi est encore cet enfant qui attend que quelqu'un arrive et dise enfin « tu es assez, tu es bien ». Deuxième manifestation, le perfectionnisme défensif. Si je suis parfait, je serai aimé. Si je ne déçois personne, je serai en sécurité. C'est un calcul que l'enfant a fait très tôt, et l'adulte continue de le faire, s'épuisant à un standard impossible, travaillant sans repos, ne se permettant jamais d'être ordinaire. Troisième manifestation, la colère gelée. Jung disait que l'émotion non exprimée ne disparaît pas, elle se transforme. La colère que vous n'avez jamais pu ressentir envers votre mère, elle est devenue de la dépression, de l'anxiété, de l'auto-sabotage, ou de la rage explosive dans des contextes qui ne semblent pas la mériter. Quatrième manifestation, la difficulté à habiter son corps. Le corps est le territoire de la mère au sens symbolique. C'est elle qui nous a d'abord appris si notre corps était sûr, beau, acceptable. Quand ce message a été ambigu ou blessant, beaucoup développent une relation difficile à leur propre enveloppe physique. La nourriture, la sexualité, le repos, le plaisir, tout devient compliqué. Laquelle de ces 4 manifestations vous parle le plus? Prenez un moment, vraiment, parce que ce que vous venez d'identifier, c'est votre porte d'entrée vers la guérison. Et maintenant, nous allons parler de comment passer cette porte. Étape par étape. La première étape de la guérison est la plus difficile et la plus mal comprise. Ce n'est pas le pardon, pas encore. C'est la vision. Jung disait, jusqu'à ce que vous rendiez l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Voir, c'est accepter de regarder en face ce qui s'est vraiment passé, sans minimiser, sans excuser, sans non plus tomber dans l'amertume. Cette étape demande une honnêteté brutale avec soi-même. Posez-vous ces questions. Ma mère était-elle émotionnellement disponible pour moi? Mes émotions d'enfant étaient-elles vues, validées ou ignorées, moquées, minimisées? Y avait-il des conditions à l'amour qu'elle me portait? Étais-je un enfant ou un rôle? Ces questions peuvent faire mal. C'est normal. La douleur que vous ressentez en les lisant, elle était là depuis longtemps. Elle attendait d'être reconnue. Le philosophe Paul Ricoeur parlait de l'herméneutique du soupçon. L'idée que pour comprendre notre histoire, il faut d'abord accepter de remettre en question les récits que nous en avons construits. Le récit de l'enfance heureuse qui justifie tout. Le récit de la mère parfaite qu'on ne peut pas critiquer. Ou à l'inverse, le récit de la mère monstre qui nous déresponsabilise de toute croissance. Voir, c'est aller au-delà de ces récits. C'est toucher la réalité nue. Et je veux vous dire quelque chose d'important ici. Voir la blessure, ce n'est pas trahir votre mère, c'est vous honorer, vous. La deuxième étape est la descente dans la chambre de l'ombre. Jung avait une image puissante. Il imaginait l'inconscient comme une maison. Et la plupart d'entre nous vivent au rez-de-chaussée, confortables, habitués, sans jamais descendre au sous-sol. Mais c'est dans ce sous-sol que vivent les parties de vous que vous avez rejetées, que votre mère n'a pas su accueillir, que la société vous a dit de cacher. Descendre dans l'ombre maternelle, c'est aller chercher ces émotions enfouies, et, en particulier, la colère. Parce que dans notre culture, surtout vice de la mère, la colère est le tabou absolu. On ne peut pas être en colère contre sa mère. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a souffert, elle aussi. On doit comprendre. On doit excuser. Non, pas encore. Avant de comprendre, vous avez le droit de ressentir. La psychothérapeute Clarissa Pinkola Esté, dans son œuvre monumentale « Femme qui court avec les loups », décrit ce processus comme la descente, un voyage nécessaire, douloureux,
mais régénérateur dans les couches les plus profondes de la psyché féminine, et j'ajouterais, humaine. Comment faire concrètement? L'écriture non censurée. Prenez une feuille. Écrivez à votre mère tout ce que vous n'avez jamais dit, sans filtre, sans politesse. Laissez la colère, la tristesse, la déception monter et sortir. Ne la lui envoyez pas. Cette lettre n'est pas pour elle. Elle est pour vous, pour votre inconscient, pour votre ombre. Le travail corporel. Puisque le trauma maternel vit dans le corps, la guérison doit aussi passer par le corps. Des pratiques comme la danse libre, le yoga thérapeutique, la respiration holotropique développée par le psychiatre Stanislav Grof permettent au corps de libérer ce que le mental ne peut pas toucher seul, les rêves. Jung accordait une importance extraordinaire aux rêves comme messagers de l'inconscient. Notez vos rêves, surtout ceux où votre mère apparaît. Il vous parle des aspects non intégrés de la relation. Descendre dans l'ombre fait peur, mais ce que vous y trouvez, ce n'est pas un monstre. C'est un enfant qui attendait d'être trouvé. La troisième étape est la grande séparation psychique. Voici une vérité que peu de thérapeutes osent dire clairement. Pour guérir de la blessure maternelle, vous devez symboliquement vous séparer de votre mère. Pas physiquement, pas nécessairement dans la relation réelle, mais psychiquement. Jung appelait cela l'individuation, le processus par lequel un être humain cesse de vivre selon les attentes, les peurs et les schémas hérités pour commencer à vivre à partir de lui-même. C'est le passage le plus difficile et le plus libérateur, parce que tant que vous n'avez pas opéré cette séparation psychique, vous vivez sous l'influence de la voix maternelle intériorisée. Cette voix qui dit « tu n'es pas assez ». Cette voix qui commente chaque choix que vous faites. Cette voix qui vous fait vous sentir coupable d'exister selon vos propres termes. Vous entendez cette voix? Elle est là en ce moment? Alors notez bien ce que je vais dire. Cette voix n'est pas la vérité. Elle est un enregistrement. Une empreinte laissée par une personne qui avait elle-même ses blessures, ses peurs, ses limites. La séparation psychique, c'est apprendre à reconnaître quand cette voix parle et choisir de ne plus lui obéir automatiquement. Le philosophe existentialiste Jean-Paul Sartre disait « L'existence précède l'essence. Vous n'êtes pas défini par ce que votre passé a dit de vous. Vous vous définissez par les choix que vous faites maintenant. » Concrètement, cela ressemble à quoi? À apprendre à identifier « Cette pensée est la pensée de ma mère intériorisée, pas la mienne. » À commencer à faire des choix qui vous appartiennent, même petits, même imparfaits, à vous permettre d'avoir des désirs, des besoins, des limites. À dire non, sans vous justifier pendant 20 minutes. Chaque fois que vous faites cela, vous posez une brique de votre propre maison, et pour la première fois, vous commencez à habiter un endroit qui vous appartient vraiment. Passons à présent à la quatrième étape, qui consiste à reparenter l'enfant intérieur. Il y a un concept en psychologie que j'aime profondément, le reparentage. L'idée que ce que votre mère n'a pas pu vous donner, vous pouvez vous le donner vous-même, maintenant, en tant qu'adulte. Ce n'est pas une idée sentimentale, c'est une pratique. Jung parlait d'une figure intérieure qu'il appelait le soi, avec un grand S. Cette instance profonde, centrale, stable, qui a toujours été en vous, qui n'a pas été abîmée par la blessure, qui a attendu patiemment que vous la retrouviez. Reparenter l'enfant intérieur, c'est apprendre à se traiter avec la douceur, la patience et la constance que vous auriez mérité de recevoir et que vous pouvez vous offrir maintenant. Posez-vous cette question. Si vous voyez un enfant de 5 ans faire exactement ce que vous vous reprochez de faire, est-ce que vous lui parleriez de la même façon que vous vous parlez à vous-même? La réponse, je pense, est non. Alors pourquoi vous traitez-vous ainsi? Concrètement, le reparentage ressemble à ceci. Apprendre à reconnaître vos besoins émotionnels et à les satisfaire de manière saine, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Développer une routine de soins envers vous-même, pas comme une performance, comme un acte de réparation. Parlez à votre enfant intérieur, littéralement. Regardez une photo de vous enfant et dites-lui ce qu'il avait besoin d'entendre. Je te vois, tu étais assez, tu méritais mieux. Cela peut sembler étrange, peut-être même ridicule, mais j'ai observé, dans la littérature clinique et dans des témoignages innombrables, que ce travail produit des transformations profondes, pas spectaculaires, pas immédiates, mais réelles, progressives et durables.
La 5e étape, la dernière, est le pardon mais pas celui qu'on vous a vendu. Le pardon, le mot que tout le monde attendait. Et je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Le pardon n'est pas une obligation. Et le pardon n'est certainement pas le début du chemin. C'est la fin. On nous dit souvent « pardonne pour toi, pas pour l'autre ». Et il y a une vérité dans cette formule. Mais elle est souvent utilisée pour forcer des gens à sauter des étapes, à avaler leur colère, à sourire trop vite. Ce n'est pas du pardon, c'est de la dissociation. Le vrai pardon dans la perspective jungienne n'est pas un acte volontaire que vous décidez de faire un mardi matin. C'est quelque chose qui arrive naturellement, après que vous avez traversé toutes les étapes précédentes, après avoir vu, après être descendu dans l'ombre, après vous être séparé psychiquement, après vous être rematernalisé. Un jour, quelque chose change. Vous regardez votre mère, ou votre souvenir d'elle, et pour la première fois, vous la voyez non plus comme votre tortionnaire ou votre sauveur, mais comme un être humain, blessé, limité, qui a fait avec ce qu'il avait, qui a souvent reproduit, sans le savoir, la blessure de sa propre mère. Parce que c'est ça aussi, la transmission transgénérationnelle que Jung et plus tard Françoise Dolto ont explorée, la blessure maternelle se transmet, de mère en fille, de mère en fils, sur des générations, jusqu'à ce que quelqu'un décide de regarder, de voir et de briser le cycle. Vous, en regardant cette vidéo aujourd'hui, vous êtes peut-être ce quelqu'un. Le pardon jungien n'est pas de l'indifférence. Il ne dit pas « c'était acceptable ». Il dit « je comprends la chaîne de blessures qui a conduit jusqu'à moi et je choisis de ne pas la prolonger ». C'est un acte de liberté, pas de capitulation. Je veux vous parler de ce qui se passe quand vous avez traversé ce chemin, pas pour vous donner une promesse, mais pour vous donner une direction. Jung appelait le résultat du processus d'individuation la totalité, non pas la perfection, non pas l'absence de souffrance, mais la capacité à tenir l'entièreté de qui vous êtes, les parts lumineuses et les parts sombres, les forces et les fragilités, l'amour pour votre mère et la douleur qu'elle vous a causée. Tout cela, sans que l'un n'écrase l'autre. Concrètement, les personnes qui guérissent de la blessure maternelle témoignent de changements profonds. Les relations deviennent plus saines. On ne cherche plus une mère dans son partenaire. On cherche un égal, un compagnon. La créativité se libère. Parce que la créativité a besoin de permission intérieure. Et cette permission, c'était celle de la mère que nous attendions. Le corps se détend. Parfois, des douleurs chroniques qui ne trouvaient aucune explication médicale disparaissent ou s'allègent considérablement. Le corps n'a plus besoin de porter le trauma de la même façon. La voix critique intérieure s'assouplit. Elle ne disparaît pas complètement, mais elle perd son autorité absolue. Et surtout, vous commencez à vous sentir chez vous, en vous-même, peut-être pour la première fois, pas parce que tout est parfait, pas parce que la blessure n'a pas existé, mais parce que vous avez décidé de ne plus en être le prisonnier. Jung a écrit « Ce que nous n'affrontons pas, nous le subissons, et ce que nous affrontons, nous le transcendons. » Nous voici à la fin de ce voyage, et pourtant, c'est aussi un commencement. La guérison de la douleur maternelle n'est pas un événement, c'est un processus, parfois long, parfois douloureux, parfois non linéaire. Vous avancerez, vous ferez des pas en arrière, vous serez submergé certains jours et libre d'autres, et tout cela est normal. Ce qui compte, c'est de ne plus vivre dans l'inconscience, de voir, de descendre, de se séparer, de se rematerner, et d'ouvrir, un jour, l'espace du pardon. Je veux vous laisser avec une dernière question, et je voudrais vraiment que vous y répondiez. Pas pour moi, pour vous. Si l'enfant que vous étiez vous voyait maintenant, est-ce qu'il se reconnaîtrait dans la vie que vous vivez? Si la réponse vous trouble, c'est peut-être que le travail peut commencer, ou continuer. Merci d'avoir voyagé jusqu'ici avec moi. Sur Jung Spirit, nous explorons ces territoires que peu osent traverser, parce que nous croyons profondément que la connaissance de soi est le chemin le plus courageux et le plus libérateur qui existe. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Laissez un commentaire. Racontez-moi où vous en êtes dans ce chemin. Je les lis tous. Et comme toujours, prenez soin de l'enfant qui est en vous. À très bientôt.